Donc, remettre du tiers pour échapper à une relation perverse narcissique. Pourquoi? Pour qu'il y ait relation perverse narcissique, il faut qu'il y ait fusion. Donc, les mécanismes de défense qui sont mis en place, les tout premiers, sont pratiquement toujours les mêmes. D'abord, de la séduction. Une fois que la séduction a fait son œuvre, à ce moment-là, on dit « toi et moi ne faisons qu'un ». Et dans ce « un », je suis le bon objet, tu es le mauvais objet. Pour que cela puisse perdurer, il ne faut absolument pas qu'un tiers puisse rentrer dans la relation, car ça la mettrait en danger. Donc, on va vous isoler. Le deuxième mécanisme de défense, ou un des premiers mécanismes de défense, c'est l'isolation ou l'isolement. À partir de là, tout va pouvoir œuvrer. Le clivage intérieur de la personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissique va se jouer maintenant à l'intérieur de la relation. Je suis le bon docteur Jekyll, tu es le mauvais Mr. Hyde. En fait, ce sont des identifications projectives. Alors, moi, j'aime beaucoup la théorie, vous vous en doutez, puisque je vous en sers régulièrement, j'écris des livres, etc. Mais la théorie pour la théorie, c'est absolument inintéressant. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est quand j'ai la chance de pouvoir vous présenter un témoignage qui vient valider ce que j'ai dit. Donc là, nous allons écouter un témoignage, si vous le voulez bien, d'une personne qui a réussi à sortir de cette relation perverse grâce à l'intervention du tiers. Et vous allez voir comment le tiers, sans même le faire exprès, par sa simple présence, vient casser la dyade entre celui qui mettait en place massivement des mécanismes de défense pervers narcissique et celle que nous allons appeler sa victime, qui, on le voit aussi dans son témoignage, a des failles, des failles. Elle se sent tout le temps coupable. Et elle le dit même dans ma nouvelle relation, puisqu'elle en est sortie, sans même que je fasse que mon compagnon me mette en accusation, je suis tout le temps en train de m'excuser, y compris des choses que je n'ai jamais faites. Donc vous voyez que la personne a toujours un travail à faire. En tout cas, si vous êtes sous le coup d'une de ces relations, n'hésitez pas à mettre du tiers. C'est qui le tiers? Le tiers, ça peut être un policier. Je porte plainte parce qu'on m'a frappé, ce qui est le cas de la personne qu'on va entendre. À ce moment-là, la police intervient, pose des questions, même s'il n'y avait pas de jugement. C'est une autre question. Le fait est qu'elle va rentrer dans le couple et qu'elle va dire « ça, c'est pas juste ». Elle va interroger, elle va poser des questions. Alors évidemment, l'autre peut se défiler, dire « mais vous n'avez pas de preuves ». Ça fait rien, le tiers est là. L'important, c'est la place du tiers dans ce type de relation. Donc, un policier, un juge, un psychothérapeute, c'est-à-dire quand vous allez faire une thérapie, bien sûr, le thérapeute n'entre pas dans le couple, mais vous allez pouvoir prendre de la distance. Et généralement, c'est quelque chose qui n'est pas apprécié par cet autre, qui ne supporte pas l'idée que vous alliez voir un thérapeute. Tu vas vous dire, oui, mais les thérapeutes sont des fous, sont des imbéciles, ils racontent n'importe quoi. Tout va être là pour, de nouveau, provoquer cet isolement. Remettre du lien avec vos amis si vous les avez perdus, vous inscrire dans une association, puis comme je vais le proposer, bon, je vais vous laisser voir la vidéo, ne pas hésiter à prendre du chant. Partez un week-end, allez chez vos parents, ou même tout seul, à la mer, à la montagne, ce que vous voulez. Prenez du champ et de la distance. Vous verrez, dans le champ et dans la distance, on comprend mieux ce qui s'était passé. Voilà, je me tais. Je vous laisse écouter ce témoignage que vous allez voir qui est super intéressant. Si vous aimez ces vidéos, pensez à mettre un pouce vers le haut, à commenter, à poser des questions en dessous. J'essaye d'y répondre. Et si je n'y réponds pas tout de suite, vous ne faites pas de soucis. J'ai prévu très prochainement de vous proposer un Zoom. Eh bien, dites-moi en commentaire si vous avez envie que nous fassions un Zoom ensemble. Voilà, je me tais et je vous laisse voir la vidéo. Et je vous dis quand même à bientôt. Au revoir. Jean-Charles Bouchoux, vous êtes psychanalyste, vous êtes un peu notre spécialiste, si je puis dire. Je rappelle aussi que vous faites toujours vos écritures. Mais j'ai une formation d'atelier d'écriture qui va même s'enrichir en créer des espaces de parole, justement. Tout à l'heure, je parlais en mal des réseaux sociaux. On manque d'espaces de parole. Et donc, si des personnes veulent créer des espaces de parole, j'ai la formation. D'accord, donc on va vous voir sur Internet. Jean-Charles Bouchoux, vous cherchez sur Internet, vous allez trouver mon site et vous allez à l'onglet formation et vous trouverez. Voilà, si vous avez envie de créer un espace de parole ou des ateliers d'écriture. On a besoin de ça, vraiment. Donc, il n'y a pas besoin de thérapeute en plus. Dans l'humilité, bien sûr, dans l'humilité et la bienveillance, mais pas forcément besoin d'être thérapeute. Et nous avons Eugénie qui nous rejoint. Bonjour Eugénie. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Eugénie. Oh, vous avez une voix dynamique pour quelqu'un qui aurait rencontré un pervers narcissique, donc vous devez être sauvée.
Oui, voilà, exactement. Voilà, je me suis rendu compte de ce qui s'était passé. Maintenant, je revis. Formidable. Je crois que la vie a plein dedans. Bon, ça fait plaisir à Jean-Charles Bouchou parce que moi, vous voyez, on donne le sourire. Elle a retrouvé son envie de vivre. Eugénie, racontez-nous alors votre expérience. On va prendre depuis le début. Alors, je rencontre un homme qui est très souriant, qui a l'air de étrangement de coller à mon, Est-ce que vous cherchiez un bon compagnon de vie Voilà, tout simplement. Donc, et puis ça m'allait. Donc, je me disais, cool, j'ai enfin trouvé. Et donc 4-5 mois après, déjà commence une première dispute. Mais bon, on sait que c'est pas toujours tout rose. Donc bon. Et le premier gros mot arrive. Mais bon, c'est pas grave, on passe outre et on continue et on se dit que ça va aller mieux. Et jusqu'au moment où on se rend compte que finalement, il y a de la violence verbale. Verbale et physique dans mon cas. Ah oui. Voilà. Alors ça, c'est peut-être ce qui permet plus vite de se rendre compte qu'on est dans une relation toxique. C'est quand il y a de la violence physique. Ouais. Étonnamment, les coups... on peut tuer quelqu'un avec les mots ou avec même des situations paradoxales. Alors, on peut évidemment tuer quelqu'un avec des coups, mais quand il y a eu des coups, on peut plus facilement en parler. Et plus facilement... C'est difficile quand on prend un coup, on se dit « j'y crois pas », mais le lendemain, quand on regarde, on a un bleu, quoi. Il y a quand même quelque chose qui nous le rappelle. Voilà. Et voilà, c'est ça. Voilà. Les douleurs, elles s'en vont. C'est pour ça que vous avez appelé votre dernier livre Les violences invisibles. Qui sont justement des paroles. Parce qu'on peut tuer quelqu'un avec le sourire et de fausses bienveillance. Tandis que là, ça, vous êtes tout de suite dit, ça, c'est pas possible. Ça, je me respecte trop pour accepter ça. Voilà, ouais. Bon, trop dur encore. C'est vrai que ça a été, il est plus facile de l'accepter, même si ça c'est pas quelque chose d'acceptable, mais il est plus facile de l'accepter que d'en parler à son entourage. Alors c'est étrange, mais ouais. Et j'ai eu beaucoup de mal. D'ailleurs, j'en ai pas parlé de suite. Ouais. Et j'ai eu, je pense que j'ai eu une énorme chance. Alors il n'y a pas de hasard, mais à ce moment-là, donc ça faisait 2 ans que j'habitais avec lui. Moi, j'avais plus d'amis, plus d'entourage, plus rien. Ma famille, elle était là, on se contactait, mais on se voyait pas. Et donc un jour, mon père m'appelle en me disant, écoute, est-ce qu'il y a possibilité que tu m'héberges parce que par rapport au travail, ça serait plus facile, je me rapprocherais. Donc moi, je lui dis oui avec grand plaisir. J'en parle du coup à mon ex. Et à ce moment-là, je comprends pas. Il se met dans une colère noire et puis là, on connaît. Enfin, moi, je savais la suite et je voyais déjà sa main se lever. Et là, sur le moment, je comprenais pas. Et il me dit, oui, mais en fin de compte, c'est un guet-apens. Tu l'as appelé pour qu'il vienne, qu'il m'en mette sur la gueule. Et puis, bon, je suis navrée de parler comme ça, mais voilà. Non, je vous en prie. Et en fin de compte, ça s'est presque fini comme ça. Finalement, c'est voilà, le papa sauvé qui est sauvé par papa, sans trop le savoir, voilà. Ouais. Bien sûr. Voilà. Donc, oui, parce que pour qu'il y ait relation perverse narcissique, il faut qu'il y ait une relation fusionnelle. C'est-à-dire, à deux, nous ne faisons qu'un. Et dans la relation fusionnelle, je suis le gentil Dr Jekyll, tu es le vilain Mr Hyde. Donc, ça explique, 1, la séduction, 2, l'isolation, et le tiers qui vient se mettre au milieu, et là, votre père a joué son rôle, en fait. Il vous a protégé. Oui, le père qui vient se mettre au milieu fait exploser le couple. Évidemment, puisque la fusion explose. D'ailleurs, si on doit donner un conseil aux personnes qui vivent des relations difficiles, prenez du champ. Ne serait-ce qu'aller passer un week-end tout seul à la montagne ou dans votre famille, mais pas forcément pour en parler, juste pour prendre du recul. Et quand on prend du recul, là, ça nous saute aux yeux. On s'aperçoit qu'on est en train d'accepter. Et vous avez vu, tout à l'heure, on a eu des exemples qui nous disaient 30 ans. 30 ans. Oui. Hier, c'était hier, oui. 30 ans. Et donc, dès qu'on prend du recul, on voit la situation dans son entier, et là, on arrive à prendre des décisions. Et remettre du tiers aussi. Là, en l'occurrence, il est venu vous sauver, comme on dit. Parce que la première relation fusionnelle qu'on a connue, c'était la relation à la maman, évidemment, quand on était dans son ventre, quand on était au sein. Et un jour, le père, il se présente, il dit stop, ça suffit, c'est ma femme, elle vient dans ma chambre, et toi, tu vas dans ta chambre. Va jouer plus loin. Il est là le rôle du père. Et c'est ce que votre père est venu faire dans votre maison. Voilà. Involontairement, visiblement, mais n'empêche que il a joué son rôle de père. Et voilà, c'est ça. Et donc c'est lui, c'est votre donc votre PN, comme on dit, c'est lui qui est parti dès qu'il a su que votre père arrivait, c'est ça?
Voilà, il a tellement eu peur, comme il me disait qu'il pensait réellement que c'était un guet-apens. Et alors, c'est marrant parce qu'à ce moment-là, je me revois encore lui dire, mais non, mais t'inquiète pas, personne le sait. Et puis de toute façon, t'es pas malade. Enfin, t'es juste colérique. On va réussir à te calmer. Vous vous rendez compte, vous le protégez, hein. Non, mais c'est terrible parce que je le protégeais. Et puis et en plus de ça, tout ce qui m'arrivait, c'était de ma faute. C'était à moi de m'excuser et c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps. Enfin, c'est ça, je m'excuse encore toujours. Aujourd'hui, je suis avec un merveilleux chéri et même encore aujourd'hui, je m'excuse de quelque chose que je ne fais pas. Oui, mais c'est intéressant parce qu'on sent votre élan vital, on sent votre énergie, mais on entend aussi que pendant 2 ans, vous étiez carrément sous l'emprise, quoi. Ouais. Voilà, ouais. Oui, c'est vrai que ça montre à quel point même quelqu'un qui va. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais on dit souvent que c'est des belles personnes qui tombent sous l'emprise. Le pervers narcissique admire sa victime et en fait, il en est jaloux. Il en est jaloux. Il prend pas un minable. Des couples, mais on pourrait parler du travail aussi. Imaginez un chef de service veut que son service fonctionne bien. Il a donc intérêt à demander à ses subalternes de donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais si il les valorise trop, il le met en danger parce que le directeur pourrait dire dis donc, tes salariés sont meilleurs que toi. Donc il faut à la fois prendre le meilleur de la personne et en même temps lui faire croire que c'est pas si terrible quoi. Hein. On est dans quelque chose, on est dans le champ de la paradoxalité et la paradoxalité ça rend fou. Eh oui. C'est vrai. C'est vrai. Bon, en tout cas, je pense que vous êtes à l'abri maintenant, Eugénie. Je pense que vous repérerez toute personne qui pourrait. Enfin là, j'ai compris que vous étiez avec un homme avec qui ça va très très bien. Mais notre organisme le repère rapidement, mais on n'en tient pas compte. C'est ça. C'est refaire du lien entre soi et soi. Se relier à soi, c'est ça la solution. Alors comment on fait? Moi, c'est la méditation. D'autres, ça va être des promenades en forêt. Il faudrait arrêter de faire lire aux petites filles des contes de fées. C'est vrai. Parce que le prince charmant, on va en parler d'ailleurs dans le Love Conseil, il n'existe pas le prince charmant. Ah bon? Ou alors il a un habit de prince charmant, mais en dessous c'est déroulé. Et c'est comme ça que je l'appelais d'ailleurs au début. Mon prince charmant, j'ai toujours rêvé. Tiens. Oui. Vous l'avez rencontré, voilà, ce fameux prince charmant, hein, et puis il a vite enlevé son habit de prince. Hein. Voilà. Il arrive sur un cheval blanc et on le retrouve sur un cheval noir. Hein. Exactement. L'appel précédent, Michel, était un petit peu un prince charmant qui arrivait sur son cheval blanc qui voulait sauver... L'autre que je lui ai dit a cessé d'être un sauveur. Non, c'était peut-être un vrai prince charmant en fin de compte. Merci beaucoup Eugénie en tout cas. Merci de votre témoignage.